bonsoir à toutes et à tous. Ravi de présenter ce soir la conférence proposée par Lucile Medina, donc conférence qui rentre bien sûr dans le cadre de cette année thématique. Donc Lucile, nous nous connaissons très bien, tu as un parcours et une formation académique, agrégé de géographie, maître de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et chercheur au laboratoire, acteur, ressources et territoires dans le développement, UMR, CNRS. Donc depuis quelques années, tu contribues à l'avancée des recherches en géographie sur les frontières, sous toutes ses formes et ses expressions, et dans une ère culturelle où les frontières s'épaississent au rythme de l'évolution et des mutations des nations et de leurs peuples, l'Amérique latine. Ton doctorat en 2004, sous la direction d'Alain Musset, interroge cette épaisseur. Le dilemme des frontières en Amérique centrale, marge symbolique ou espace en construction, le cas des frontières Nicaragua-Costa Rica et Costa Rica-Panama. Lucile, tu démontres toute l'importance des dynamiques transfrontalières, des migrations latino-américaines, des constructions identitaires et des mises en politique de la coopération dans une tentative de traduction transfrontalière. D'ailleurs, ton doctorat va être lauréat d'un prix de la thèse de géographie en 2005 au Comité national français de géographie. Ton travail de chercheur est reconnu par le CNRS et régulièrement tu publies sous différentes formes des ouvrages co-rédigés comme Géopolitique des Amériques, chez Armand Collin, l'Amérique latine, aux éditions Questions de géographie, aux éditions Temps Collecte. Éditions du Temps, pardon. Une vingtaine de chapitres rédigés dans des ouvrages et tout autant dans des revues scientifiques renommées et reconnues scientifiquement par la communauté. Tu es aussi engagé pour mieux faire connaître ta discipline dans des conférences invitées, dans des présentations pour des publics variés comme les cafés géographiques. Et cette manifestation, ce soir, cette présentation, est en partenariat avec le café géographique. Pédagogue, tu participes aussi à la transmission du savoir en tant qu'enseignant-chercheur auprès des étudiants de l'université, des futurs enseignants, et tu co-diriges le master études du développement qui forme ces fameux experts importants du développement territorial, notamment au Sud. Et donc c'est en t'appuyant sur ton expertise que tu proposes ce soir une conférence qui porte le nom suivant, Le pont et la porte, par-delà les frontières des États. On te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci d'abord Marc pour ta présentation. Et puis je voulais remercier aussi Régis Penalva et l'équipe de la ville de Montpellier qui depuis plusieurs années organise ces rencontres et ces partages dans le cadre de l'Agora des Savoirs, auxquels j'ai pu assister plusieurs fois. Merci aussi à Anaïs, Anaïs Roussel, doctorante dans Collaboratoire Ardev, dont je suis membre, qui a fait l'interview dans Montpellier Direct et Midi Libre. Et puis, merci aussi au Café Géo, voilà, dont je participe à l'équipe. On essaie d'animer des rencontres géographiques que l'on organise au Café de la Gazette et qui sont partenaires aujourd'hui de cette conférence. Alors, je voulais commencer par expliquer un petit peu pourquoi les frontières et pourquoi l'Amérique centrale, pourquoi ce sont à la fois une thématique et une aire géographique auquel je me suis intéressée. Donc, des murs, mais pas que. Et c'est un petit peu le sens de la présentation déjà que Marc a pu faire. Alors, je voulais commencer par trois citations. Une citation de Georges Perec, plus littéraire, que je vais lire avec vous, donc tiré d'Espèces d'espace en 1974. Georges Perec qui écrit « Les pays sont séparés les uns des autres par des frontières. Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant, une limite imaginaire matérialisée par une barrière de bois, qui d'ailleurs n'est jamais vraiment sur la ligne qu'elle est censée représenter.
mais quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, en deçà ou au-delà, suffit pour tout changer, et jusqu'au paysage même. C'est le même air, c'est la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même. La graphie des panneaux routiers change. Les boulangeries ne ressemblent plus tout à fait à ce que nous appelions un instant avant boulangerie. Les pains n'ont plus la même forme. Ce ne sont plus les mêmes emballages de cigarettes qui traînent par terre. Donc, cet extrait de Georges Perec, il illustre bien le rapport sensible, l'expérience vécue que chacun d'entre nous peut avoir avec la frontière. Et chacun, effectivement, peut avoir ce rapport à l'altérité que l'on expérimente à travers la frontière. Donc c'est déjà une accroche, quelque chose qui m'a intéressée dans le thème des frontières. Ensuite, il y a la citation de Julian Mingy, un universitaire américain qui a beaucoup travaillé sur les frontières, qui en 1963 a écrit « Les frontières sont peut-être les phénomènes géographiques, politiques les plus palpables », et Christiane Arbarez-Schulz, géographe française, qui en 2002 a écrit « La frontière est une construction territoriale qui met de la distance dans la proximité ». Ces deux citations, qui sont un petit peu plus scientifiques, montre que la frontière est un objet géographique par excellence. C'est un marqueur spatial, c'est une forme de limite, une forme de discontinuité spatiale. Et la frontière joue dans nos territoires le rôle à la fois de disjoncteur. On le voit par exemple à la frontière entre la France et l'Espagne, où l'écartement des rails n'est pas le même. Donc un disjoncteur dans les réseaux de transport par exemple. Mais c'est aussi un commutateur. Donc ce sont toujours ces deux images de la frontière qui reviennent, cette ambivalence. Et à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, les frontières restent souvent, encore aujourd'hui, un défi pour l'aménagement des territoires. Ce qui m'intéresse dans l'objet frontière, c'est donc d'interroger à la fois leur dimension sociale, les représentations, les pratiques que les populations frontalières peuvent avoir de la frontière, le rapport à l'altérité, à l'autre, hein, c'est à la fois le familier et puis quelque chose qui est différent quand on passe la frontière, et puis interroger les frontières aussi dans une approche de géographie politique, c'est-à-dire dans une approche qui va s'intéresser aux dynamiques de conflits et de coopération qu'on peut trouver sur ces frontières. C'est pour ça que j'ai emprunté pour le titre une métaphore de Georges Simmel, le pont et la porte, parce que le pont relie et la porte ferme, et en même temps, la porte, c'est aussi un seuil qui permet d'aller au-delà et qui distingue toujours un dedans et un dehors. Donc les frontières se prêtent bien à cette image et à cette ambivalence. Dans les années qui viennent de se passer, le contexte politique et économique dans le monde a entraîné de nouvelles interrogations sur les frontières, par rapport à la redéfinition, par exemple, des fonctions des frontières, à renouveler l'approche que l'on en fait. Le plus souvent, c'est l'érection de murs qui, dans l'actualité, a été le plus marquant, le plus médiatisé, même si les expériences de coopération se multiplient aussi, et c'est moi ce qui m'intéresse dans mes recherches, de voir, non pas dans l'utopie d'un effacement des frontières, mais dans une vision pragmatique de coopération, c'est-à-dire d'œuvrer ensemble, là, si on revient à l'étymologie, de travailler ensemble, donc de voir ce que l'on peut construire à travers les frontières. Ce que l'on peut construire, dans quel but, selon quelle modalité. Ça nécessite aussi de s'intéresser aux modalités de gouvernance, de gestion de ces programmes transfrontaliers, et puis également aux bénéfices de qui, hein, des États, des populations frontalières, donc à tous ces acteurs qui œuvrent à travers les frontières. Alors, je voulais poursuivre l'introduction par quelques caricatures sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, parce que ça m'a paru une actualité incontournable ces derniers mois. Alors, ce sont des caricatures mexicaines qui sont publiées sur Internet. Donc, ces deux caricatures, elles datent déjà d'il y a quelques années. Elles ont été publiées quand George W. Bush commençait la construction du mur en 2006.
Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1000 km de murs qui sont construits effectivement à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et la première caricature montre donc des ouvriers états-uniens en train de construire le mur, qui visiblement ont un petit peu de mal à le construire. On voit derrière le soleil, on peut imaginer le désert d'Arizona par exemple, ou du Texas, et un Mexicain qui arrive avec sa fameuse mochila, son sac à dos, en disant aux ouvriers américains, ça vous réussit pas bien, le mur est pas bien fait, nous on peut le faire mieux et pour moins cher. Donc il y a eu comme ça beaucoup de caricatures de la presse mexicaine et de la presse latino-américaine en général sur la question de la fermeture, et ces caricatures se sont évidemment amplifiées avec l'élection de Trump en novembre, et la caricature du haut, qui a été dessinée un petit peu avant l'élection de Trump, fait parler deux Mexicains qui se demandent à quoi sert le mur, et l'un dit à l'autre, mais ça doit être pour retenir les États-Uniens au cas où Trump gagnerait les élections, voilà, et qu'il voudrait s'échapper du pays. Donc ça transforme comme ça complètement l'objectif du mur, ou la parodie de la boîte de Lego avec le mur que l'on peut construire soi-même à la maison. Donc des caricatures qui essaient de tourner en dérision le mur, et qui montrent bien l'inquiétude aussi du Mexique et de toute l'Amérique latine. Moi, au moment des élections américaines et de l'élection de Trump, je me trouvais au Pérou, et le lendemain matin, dans tous les kiosques, sur tous les trottoirs, les journaux ne titraient que sur l'élection de Trump, bien sûr, mais surtout sur la question de l'immigration. Et il y avait un des journaux qui titrait « Hasta la vista, visa ». Donc, ciao les visas. Et c'était la grande inquiétude aussi des latino-américains. Alors, il y a eu des manifestations outre les caricatures. Hein. Par exemple, ici, vous voyez une affiche d'un mur humain donc, qui a été fait à Ciudad Juárez le 17 février à l'initiative de la municipalité, d'associations de la ville, et qui a créé donc une chaîne humaine d'1,5 kilomètre à l'endroit de la frontière. Et ce qui est intéressant, c'est que le maire de El Paso, la ville jumelle de Ciudad Juárez, s'est associé par une déclaration à la manifestation, et a déclaré que voilà, la frontière les unissait, que c'était deux villes qui n'en faisaient qu'une seule, et qu'il fallait que les gens continuent à coopérer de part et d'autre de la frontière. Et ce qui est à remarquer, c'est que le maire d'El Paso est originaire de Ciudad Juárez. C'est un Mexicain d'origine aussi. Hein, ses parents étaient de là. Donc voilà, une inquiétude, des interrogations, et puis pour terminer, aussi des caricatures qui essaient de tourner en ridicule l'efficacité du mur, dont on reparlera. Efficacité, par exemple, qui est mise à mal, vous le voyez sur la première diapositive, par le fait qu'il existe un nombre incalculable de tunnels sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La Border Patrol en découvre certains régulièrement. Et donc voilà, les fils de El Chapo qui s'échappent par un tunnel et qui peuvent aussi traverser la frontière par le tunnel. Et une initiative aussi qui a été, il y a quelques jours sur Internet, un député mexicain qui est allé escalader le mur, qui s'est fait prendre en photo pour montrer que finalement on pouvait très bien être sur le mur et que le mur n'était pas infranchissable. Voilà. Ceci étant, donc effectivement, il y a la construction du mur, puisque Trump a annoncé que la construction du mur allait continuer et allait se terminer sur les plus de 3200 km de la frontière avec le Mexique. Mais en même temps, c'est une frontière dont on peut dire qu'elle se ferme par certains côtés, mais qui est aussi très ouverte. Il faut garder ça à l'esprit. C'est la frontière Mexique-États-Unis est la frontière la plus traversée au monde. Là, j'ai mis une image du poste frontière de San Isidro, qui est le poste frontière avec le plus de passages journaliers dans le monde, entre je sais pas, plus de 50 000, c'est un chiffre approximatif, mais plus de 50 000 passages quotidiens sur ce poste frontière. Et vous voyez le nombre de portes
frontières qui sont ouvertes et les temps d'attente qui peuvent être très très importants. Ensuite, voilà, ça c'était pourquoi les frontières. Voilà, parce que ça permet de renverser ce prisme habituel centre-périphérie où on regarde les territoires depuis le centre des États, depuis les capitales, et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les frontières. Après, pourquoi l'Amérique centrale ? Bon, ça a été, mes recherches se centrent sur cet espace-là. Ça a été, comme souvent dans les parcours de recherche, le fruit à la fois d'un intérêt pour l'Amérique latine, du hasard aussi de la rencontre avec mon directeur de thèse qui a été cité par Marc, Alain Musset, à Paris, qui travaillait, lui, sur le Mexique et l'Amérique centrale, et voilà, et avec lequel on a construit ce sujet-là. Et puis, pourquoi les frontières en Amérique centrale ? Parce que l'Amérique centrale a à peu près la taille de la France, en tout, 550 000 km², et que sur la taille de la France, on trouve 7 États et 10 frontières. Donc, pour qui veut étudier les frontières, l'Amérique centrale, c'est un formidable laboratoire à ciel ouvert d'analyse et d'interrogation. Alors, pour terminer l'introduction, je voulais vous montrer quelques modèles qui ont été faits il y a déjà quelques années par Jean-Pierre Renard et Patrick Picouet, qui sont deux professeurs de Lille spécialistes des frontières, qui ont proposé des petits modèles d'organisation territoriale. C'est pour montrer aussi que ce que peut faire la géographie, comment elle peut contribuer à l'étude des frontières, et montrer quels sont les effets de la frontière sur le fonctionnement des espaces frontaliers. Il y a beaucoup de disciplines qui s'intéressent à la question des frontières. La géographie, bien sûr, se taille une belle part, mais il y a aussi la sociologie, l'histoire, bien sûr, le droit aussi. Donc la spécificité de la géographie, c'est de s'intéresser non pas à la ligne frontière en tant que telle, mais à la zone frontière, aux régions frontalières et à ce qui se passe sur les territoires et comment la présence d'une ligne frontière a des effets sur l'organisation des territoires. Par exemple, ici, dans une région proche de l'autre côté de la frontière espagnole, on ne peut pas, par exemple, expliquer le développement de la prostitution en Catalogne sans la présence de la frontière. Si la Catalogne est la région où il y a le plus de prostitution en Espagne, c'est parce qu'il y a la France à côté, qu'il y a un différentiel de législation et que l'activité de prostitution joue sur ce différentiel justement de législation. Donc, les effets frontières, ils ont été détaillés ici par Jean-Pierre Renard et Patrick Picouet, et pour vous montrer aussi, après, la simplification que l'on peut faire pour des manuels, par exemple, pour des étudiants, Alexandra Monod, l'année dernière, avait proposé dans un manuel sur la France des marges, qui est une des questions actuellement au CAPES et à l'agrégation d'histoire et de géographie, donc la simplification en 3 petits modèles qui montrent bien des effets différents. Donc la frontière n'a pas toujours le même effet sur les territoires. C'est à la fois la marginalisation, la présence de la frontière peut créer un cul-de-sac, une fermeture et marginaliser les régions frontalières. Ça peut être aussi un effet au contraire d'ouverture, la frontière fonctionnant comme une interface à travers des interrelations et des échanges de population, des circulations humaines, des échanges de marchandises, etc., de capitaux. Et le 3e modèle, c'est finalement ce qui se crée quand il y a beaucoup d'interactions autour d'une frontière, où ces interactions donnent naissance à un véritable espace transfrontalier, c'est-à-dire un territoire approprié qui s'organise à travers la frontière devenant le cœur d'un espace d'interrelation. Donc des effets frontières qui ne sont pas univoques et puis qui vont varier dans le temps, puisque une frontière peut connaître un mouvement de fermeture, d'ouverture, et donc on va avoir des effets frontières qui vont changer, des changements liés au changement de fonctionnalité de la frontière. Alors je voulais organiser le propos de ce soir en 2 parties. Une partie 1 sur les recherches un petit peu qui se font en géographie sur les frontières, pour vous donner un petit panorama du renouvellement de la recherche et de pourquoi elle se renouvelle aujourd'hui. Et puis, dans la 2e partie, en venir davantage à l'Amérique centrale et au processus de coopération que je suis en train d'étudier.
Alors, dans cette première partie, je commencerai par cette carte de la France qui recense toutes les frontières françaises. C'est une carte que vous pouvez trouver sur le site de l'IGN. C'est une carte du Conseil national de l'information géographique. Donc, la France est particulièrement concernée par le thème des frontières parce qu'elle compte déjà 8 voisins, si on regarde les frontières terrestres de la France métropolitaine, plus 3 qui apparaissent en rouge ici, qui sont nos 3 voisins d'outre-mer. Alors, les Pays-Bas, qu'on oublie souvent, avec lesquels on a une petite frontière, une petite courte, sur l'île de Saint-Martin, le Suriname et le Brésil, qui constituent, on le rappelle souvent, la plus longue frontière française. Ça, si on s'intéresse aux frontières terrestres. Donc, on a déjà un certain nombre de voisins. Si on regarde maintenant les frontières maritimes, dont on parle rarement, mais je reviendrai un petit peu tout à l'heure, la France compte 35 voisins limitrophes, et la France a la 2e zone économique exclusive du monde derrière les États-Unis. Donc la question des frontières, pour la France, c'est quelque chose qui est important, et plusieurs rapports au gouvernement, d'ailleurs, ont été rendus ces dernières années, preuve qu'il y a un intérêt réel en la matière. Alors, pour autant, en France, pendant longtemps, on n'a pas étudié les frontières. C'est-à-dire que pendant longtemps, la recherche française a été très silencieuse sur ce thème-là. Et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, j'ai cité en premier lieu Daniel Norman, que certains d'entre vous ont peut-être lu. Un gros ouvrage de cet historien Frontières de France, qui est une somme très érudite sur la construction des frontières françaises, à la fois le processus de linéarisation des frontières françaises et leur construction région par région. Donc paru en 1988, et il fait une recherche sur l'étymologie du terme, le terme apparaissant à l'époque moderne, venant du registre du front, donc du registre militaire, pour petit à petit se diffuser dans un registre plus civil et prendre petit à petit devenir synonyme du terme de limite politique. Donc ça, c'est un ouvrage qui est quand même relativement récent. Dans les ouvrages en référence sur les frontières, on cite souvent Raoul Blanchard, qui est par ailleurs connu davantage pour ses recherches sur les Alpes, qui a soutenu une thèse d'État en 1906 sur la Flandre. Puis ensuite, il a fallu attendre 1938 pour que Jacques Ancel écrive un ouvrage sur la géographie des frontières chez Gallimard. Et Roger Dion en 1947, donc juste après le deuxième conflit mondial, sur les frontières de la France. Donc on a ces 2 ouvrages, mais il est difficile d'en trouver d'autres. Et il faudra attendre 1959 avec une autre thèse d'État, celle de Suzanne Davot, qui s'était intéressée à la frontière du Jura suisse, pour retrouver une étude sur les frontières. Alors, souvent, on explique ce long silence de la géographie sur la question des frontières en France par la peur des géographes français de réveiller les vieux démons de la Deuxième Guerre mondiale, et même antérieure, et par peur d'être taxé ou que l'on fasse l'amalgame avec une géopolitique orientée, et notamment avec des géopoliticiens allemands dont les travaux pseudo-scientifiques avaient servi à asseoir, à étayer les revendications d'extension territoriale nazie et donc les annexions. Donc ça a discrédité pendant longtemps la recherche sur les frontières, les géographes français n'osant pas trop toucher au thème. Par ailleurs, il y a eu quand même des recherches qui se sont faites chez les anglo-saxons, un petit peu. Mais en France, voilà, rien d'important. Et il a fallu entendre les travaux dans les années 1970 d'auteurs géographes comme André-Louis Sanguin, Paul Claval, Claude Raffestin ou Yves Lacoste pour que la géographie politique reprenne de la vigueur et que des auteurs s'intéressent de nouveau à ces thèmes mêlant à la fois territoire, pouvoir, État. Yves Lacoste a particulièrement contribué à la renaissance de la géographie politique dans les années 70 avec la création de la revue Hérodote en 1976
Donc sans s'intéresser directement au thème des frontières, il a beaucoup participé. Ensuite, le renouveau vraiment de la géographie des frontières en France, c'est l'ouvrage de Michel Fouché qui le signe en 1988, qui est extrait d'une thèse d'État que Michel Fouché a écrite en 1986, Front et frontières des États du tiers-monde, études de géographie politique, qui est donc une grande somme sur l'ensemble des frontières, sur la construction des frontières du tiers-monde. Et Michel Fouché a introduit des termes, des néologismes que l'on n'employait pas avant, comme celui par exemple de dyade, qui désigne maintenant un segment de frontière entre deux États. Voilà, donc un vocabulaire scientifique. Bon, Michel Fouché, c'est sans doute le géographe français le plus connu sur la question des frontières. Donc il a participé à ce renouveau, et pour essayer d'expliquer cette renaissance dans les années 1970-1980 de la géographie politique et du thème des frontières, Jean-Pierre Renard a essayé de réaliser ce schéma que j'ai repris dans son ouvrage « Le géographe et les frontières » de 1997, où il essaie d'expliquer par différents éléments de contexte pourquoi donc les études sur les frontières ont connu ce renouveau. Alors, on voit différentes nébuleuses. Il y a d'abord l'environnement politique. L'environnement politique, ici à droite, il faut penser en 1989, par exemple, à l'effondrement du mur de Berlin, donc à l'effondrement du bloc communiste qui en a suivi, à la redéfinition de frontières dans l'ancienne URSS, à l'éclatement des Balkans aussi, et à la construction de nouvelles frontières. Donc on a tout un environnement géopolitique dans le monde qui a remis d'actualité cette question des frontières. On a d'autres questions aussi qui sont liées au territoire, qui apparaissent ici dans la nébuleuse du haut, qui sont liées à des volontés de territorialisation davantage manifestes dans des pays du tiers-monde, par exemple. À l'époque, la volonté de conquête pionnière, comme l'indique Jean-Pierre Renard. Donc la frontière au sens de frontière mobile et de front pionnier, dans ce cas-là. La maîtrise des ressources naturelles aussi, des conflits plus présents, par exemple, sur les ressources en eau, sur certaines frontières. Des conflits pour les ressources pétrolières aussi, qui conduisent à certains conflits sur terre ou souvent sur les frontières maritimes, d'ailleurs. Et puis également la territorialisation des espaces maritimes. J'ai parlé tout à l'heure des frontières maritimes de la France. Les frontières maritimes sont récentes par rapport au processus de délimitation des frontières terrestres, puisque ce n'est que la Convention du droit sur la mer de 1982 des Nations Unies qui introduit cette notion de frontière maritime en délimitant donc une bande d'eau territoriale et ensuite une bande de zone économique exclusive, et qui a été ratifiée ratifié en 1994. Donc c'est un processus récent de délimitation des frontières maritimes dans lequel les États se sont lancés. Donc c'est pour ça que ce contexte-là explique aussi un renouveau des études sur ce thème. Et puis il y a tout le champ économique et social aussi, mouvant, qui a aussi lancé de nouvelles interrogations sur les fonctions des frontières. Par exemple, la crise économique et sociale qui a tendu à faire employer le terme de frontières urbaines ou frontières sociales que l'on n'employait pas jusque-là, parce qu'on jugeait que c'était un mot un peu fort et qu'on le réservait à des limites de souveraineté. Et aujourd'hui, on l'emploie aussi pour des discontinuités des limites urbaines, et puis le renouveau aussi de l'immigration, la mondialisation des flux, qui a fait s'interroger aussi sur les fonctions des frontières, sur les flux et sur leur aptitude à gérer les réseaux, à les fluidifier ou au contraire à les freiner. Donc, voilà pour expliquer ce contexte, et pour sortir un petit peu de la recherche française, j'ai indiqué les Border Studies en bas de la diapositive. Les Border Studies, c'est toute une nébuleuse de recherches qui sont surtout des recherches anglo-saxonnes, mais pas que,
qui ont plutôt une dimension sociale et culturelle, et pas vraiment peut-être politique, et qui ont renouvelé l'approche et les questionnements que l'on se fait des frontières. C'est-à-dire que la question que se posent les chercheurs aujourd'hui, c'est pas tant où est la frontière et pourquoi, qui sont les questions plus classiques, mais comment la frontière est socialement construite et comment elle peut entraîner un certain nombre d'interrelations. Donc ce sont ces phénomènes, ces interactions frontalières, ces phénomènes aussi de transgression frontalière qui sont l'objet aujourd'hui de différentes études. Donc un intérêt renouvelé des travaux sur les frontières qui peut paraître aussi paradoxal si l'on considère qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un monde sans frontières, qu'il y a tout un discours qui s'est développé à la suite des économistes sur borderless world, donc un monde sans limite, un monde de fluidité, d'interrelation, où tout circule. Les réseaux sociaux, Internet participent à cette impression. Et cette vision, il faut quand même revenir à l'origine de cette vision. C'est une vision qui a été développée par les économistes. Le premier ouvrage qui s'appelle A Borderless World, c'est Kenichi Omae, un économiste japonais-américain, qui l'a écrit, et qui est un spécialiste des stratégies internationales des entreprises, et qui a écrit son ouvrage dans cette optique-là. Donc le paradoxe, en fait, il n'est qu'apparent, parce que si la mondialisation des échanges, des stratégies des entreprises semble faire fi aujourd'hui des frontières, elles entraînent seulement un changement de fonctionnalité et les filtres se reforment par ailleurs et sur d'autres éléments, comme par exemple les migrations humaines. Un autre élément aussi qui montre bien que les frontières sont très présentes dans notre monde actuel, c'est le nombre de kilomètres de frontières. Alors Michel Fouché en avait recensé autour de 250 000 à la fin des années 2000, et ce chiffre de 250 000, il est plus important que le chiffre que l'on pouvait recenser au début des années 1990, donc avant l'éclatement notamment de l'ex-Yougoslavie. Donc ça veut dire qu'on a plus de kilomètres de frontières aujourd'hui que ce que l'on en avait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Alors, donc, des frontières qui sont toujours très présentes, mais qui changent effectivement de forme. Et ce qui a renouvelé aussi la recherche sur les frontières et les interrogations que l'on peut se poser, c'est ce renouvellement des formes des frontières, l'apparition de nouvelles frontières. Et ici, j'ai pris des cartes qui sont extraites de l'Atlas des migrants en Europe d'Olivier Clochard, qui sont des cartes qui représentent à 3 dates différentes, donc 1985, 1995 et 2003, qui représentent les contrôles de police et de douane aux frontières françaises. Et l'on voit qu'entre 1985 et 2003, ces postes de police se sont développés dans le territoire, et qu'en 1985, à l'inverse, ils étaient strictement circonscrits, à quelques exceptions près, sur réellement le contour des frontières terrestres et maritimes. Donc il y a eu un changement, ça signifie qu'il y a eu un déplacement des fonctionnalités des frontières, et ça signifie que le dedans et le dehors, finalement, territorial, s'enchevêtrent quand on regarde ces cartes-là. Donc tout ça, ça complexifie cet objet frontière. Même si la frontière ne disparaît pas, elle apparaît sous d'autres formes, et peut-être que ce sont les formes conventionnelles, les expressions conventionnelles de la frontière qui elles, disparaissent, et que la réalité frontalière réapparaît ailleurs et sous d'autres formes. On parle beaucoup des frontières réticulaires. Frontières réticulaires, c'est-à-dire aujourd'hui le développement des réseaux de transport, des réseaux aussi Internet, font qu'on a un certain nombre de contrôles qui se font tout au long de ces réseaux et qui ne se font plus exactement sur la ligne frontière. C'est ce que tend à montrer les cartes que l'on a ici. Donc, une frontière classique d'État,
que l'on voyait auparavant, et aujourd'hui des frontières réticulaires qui viennent s'appareiller sur les réseaux de transport avec des contrôles qui se situent tout au long de ces réseaux. Donc, on peut citer les aéroports, on peut citer les terminaux de gare, etc. Il y a aussi aujourd'hui plusieurs recherches qui s'intéressent aux aéroports internationaux, qui sont les nouvelles frontières ponctuelles, mais des frontières importantes, aujourd'hui dans nos territoires. Donc, des frontières réticulaires, des frontières donc projetées, c'est comme s'il y avait une projection de la fonction de la frontière à l'intérieur, par exemple sur ces cartes, à l'intérieur de notre territoire. Et par ailleurs, il y a aussi une projection qui se fait à l'extérieur. C'est pour ça que l'on parle aussi de frontières externalisées. En 2005, quand Philippe Douste-Blazy était ministre des Affaires étrangères, il avait dit « Les frontières de l'Union européenne commencent dans nos consulats ». Donc, la frontière, effectivement, c'est plus la simple frontière terrestre. La frontière, c'est déjà quand on se trouve... Quand un migrant potentiel, une personne qui veut venir en France ou ailleurs, se trouve dans le consulat du pays et va demander un visa, et c'est la première barrière qu'on lui oppose. Donc c'est à ce moment-là la première frontière qui est virtuelle, certes, mais le contrôle commence bien à cet endroit-là. On parle aussi de frontières pixelisées, du coup, parce qu'on a des frontières qui se présentent aujourd'hui non plus comme un tracé continu, que représentait la frontière terrestre classique, mais comme un ensemble de points de contrôle qui sont différents aussi de la frontière classique parce qu'ils n'en ont plus exactement complètement les mêmes fonctions. C'est une fonction fiscale ou une fonction légale ou une fonction de contrôle. Donc il n'y a plus les mêmes fonctions, il n'y a plus forcément non plus les mêmes acteurs. C'est ce qui est pas mal en débat dans les aéroports, notamment parce que des acteurs privés aujourd'hui participent à ces contrôles frontaliers, donc qui relèvent quand même de la souveraineté nationale. Et donc, cela interroge effectivement sur la frontière classique que l'on connaissait, ce que l'on appelle la frontière westphalienne, c'est-à-dire qui a été postérieure au traité de Westphalie de l'époque moderne, qui ont assis en Europe la construction des États-nations et de la territorialisation États-nations. Voilà, alors ces interrogations, vous les retrouverez dans 3 ouvrages récents que j'ai voulu présenter ici. 3 ouvrages, donc l'ouvrage collectif de Frédéric Douzet et Béatrice Gibelin, qui étaient venus ici dans le cadre de l'Agora des Savoirs, qui s'intitule « Des frontières indépassables », qui est paru en 2013. Celui d'Anne-Laure Amilazari, « Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui », paru en 2015. Et celui de Michel Fouché, « Frontières d'Afrique, pour en finir avec un mythe ». Donc, alors ces trois ouvrages, qu'est-ce qu'ils ont finalement de très, très illustratif des recherches actuelles ? Eh bien, c'est le point d'interrogation des 2 premiers, où on voit les interrogations sur des formes nouvelles de frontières. Donc des frontières pas seulement étatiques, mais les frontières urbaines, les frontières des réseaux, etc., les frontières des quartiers fermés, ou de ce que l'on peut appeler parfois les ghettos. Donc tout ce qui fait barrière dans nos environnements. Anne-Laure Amilazari, elle s'interroge davantage sur le sens presque philosophique et profond de la frontière. Et puis Michel Fouché, eh bien, il essaie de déconstruire le mythe de la frontière africaine artificielle en disant que toutes les frontières sont artificielles, ce sont des constructions humaines et politiques, donc de la frontière artificielle et en fait, en disant les frontières d'Afrique sont devenues des frontières africaines aujourd'hui, en essayant de montrer aussi quelle appropriation peuvent en faire aujourd'hui les populations africaines. Donc, une recherche actuellement qui étudie ces 2 mouvements concomitants que l'on remarque sur les frontières dans notre monde actuel, à la fois un processus de fermeture et d'ouverture, donc qui sont très sélectifs, qui peuvent se produire sur les mêmes frontières, sans qu'on ait toujours à opposer frontières ouvertes et frontières fermées. Et donc 2 processus que Peter Andreas a résumés en opposant borderless economy et barricaded borders. Donc d'un côté, une économie sans frontières, mais de l'autre, des frontières barricadées. Et
ça illustre bien les phénomènes aujourd'hui de rebordering et debordering. Souvent, on laisse la terminologie anglaise. En français, on traduirait davantage par de refonctionnalisation des frontières ou de défonctionnalisation, comme on le voit par exemple dans les frontières internes de l'Union européenne, où on a aujourd'hui une ouverture et des fonctions qui sont moindres. J'ai repris aussi cette couverture de Courrier International qui parlait des murs à abattre, parce que pour revenir sur les murs, c'est souvent ce qui retient l'attention de la littérature aujourd'hui, puisque la frontière entre le Mexique et les États-Unis n'est pas la seule à voir se construire un mur. On en a dans un certain nombre de pays. Vous avez une carte ici que reprenait Courrier International, qui a été réalisée par plusieurs auteurs, reprise aussi par l'Atlas des frontières qui est paru en 2016, donc qui montre un petit peu les différents murs dans le monde, les différents types aussi de murs. Alors en termes de linéaire, les comptages se situent entre 18 000 km, 25 000 km de murs, c'est-à-dire il y aurait environ 7 à 10% aujourd'hui du linéaire frontalier qui serait effectivement avec des murs construits, donc comme un paradoxe un petit peu dans un monde qui se veut ouvert. Et puis des recherches qui se focalisent sur le type de barrière, la grande diversité de leur matériel. On va du mur à la clôture, au barbelé, à différents dispositifs aussi aujourd'hui comme les drones, comme les robots sentinelles ou les capteurs qui finalement n'ont pas forcément besoin de la matérialité d'un mur pour fonctionner. Donc il y a des frontières qui n'ont pas de mur, qui paraissent plus inoffensives peut-être entre guillemets et qui sont aussi bien contrôlées qu'avec des murs. Donc des types de barrières différents, des barrières aussi dont le principal objectif, j'ai repris cette photo qui était parue dans Le Monde en 2014, dont le principal objectif est d'être des barrières anti-migration et non plus un objectif militaire comme on peut le voir dans quelques frontières dans le monde, par exemple entre l'Inde et le Cachemire ou la Corée, entre la frontière entre les deux Corées, qui a un objectif davantage de contention du conflit. Aujourd'hui, quand on construit des murs, c'est plutôt dans une logique de fermeture à l'immigration et finalement à un ensemble de menaces globales, internationales, donc liées au terrorisme au travers de ces murs. Donc là, le contraste effectivement entre les migrants qui essaient de passer le mur de l'enclave espagnole de Melilla sur le territoire marocain, donc enfin, entre le territoire marocain et l'enclave espagnole et les touristes qui continuent tranquillement à jouer au golf est quand même assez saisissant. Donc des murs qui sont effectivement de plus en plus nombreux, mais des murs dont l'efficacité est quand même pas mal discutée. En fait, c'est surtout la visibilité des dispositifs qui attire l'attention. Leur efficacité, après, elle est souvent mise en doute, et souvent les chercheurs montrent que la mise en scène, que le mur, c'est surtout une mise en scène de la fermeture, une mise en scène politique. Mise en scène politique comme un outil politique en matière de politique intérieure, surtout. Donc, le mur, plutôt comme un moyen, un outil pour réduire la peur de l'insécurité à l'intérieur des États, ou parfois l'alimenter, on peut se demander, plus que comme un élément de véritable dissuasion pour les individus qui essaient de rentrer sur le territoire ou les individus potentiellement menaçants. Alors, on a beaucoup de murs dans le monde, effectivement, qui sont construits ou qui sont en projet. On pourrait citer aussi la Hongrie, etc. C'est aussi d'actualité. Mais on a aussi à côté des intégrations régionales que vous connaissez, dont j'ai remis une carte ici d'ensemble, qui se sont créées depuis déjà un certain nombre d'années et au sein desquelles on a des processus de rapprochement frontalier. Donc,
c'est important de mettre ces deux mouvements en balance, à la fois effectivement de fermeture, mais aussi de tentatives, d'initiatives pour créer de la coopération entre les pays et non pas effacer les frontières, mais essayer de construire à travers elles. Et c'est un peu le sens des travaux que je mène en Amérique centrale, donc sur des frontières où on a à la fois des tensions, mais aussi donc, des phénomènes de coopération qui sont importants et qui méritent d'être regardés. Même vu d'Europe, où on a une expérience en matière de coopération qui est maintenant bien établie, déjà ancienne, qui a des instruments financiers quand même assez puissants, mais de voir ce qu'on peut faire ailleurs avec moins de moyens et quelles sont les initiatives qui peuvent nous apprendre quelque chose. Une petite carte de l'Amérique centrale pour replacer le contexte géographique. Donc, une région que l'on présente souvent comme le ventre mou de l'Amérique, même si elle a né sa partie médiane géographiquement, elle n'est pas du tout centrale. Donc un ventre mou, le stéréotype aussi de l'instabilité. Souvent quand on parle de l'Amérique centrale, c'est pour l'envisager comme une région chaude à tous les sens du terme, pas seulement la température et le climat, mais aussi son instabilité politique. Et puis une configuration géographique qui est originale parce qu'elle est due à sa nature ismique, donc très allongée, et un espace qui est compartimenté aussi par le milieu physique, par le relief que l'on voit un petit peu sur la carte, avec quand même une cordillère centrale qui sépare nettement un versant Caraïbe et un versant Pacifique, et un espace qui n'en est pas moins compartimenté, donc je l'ai dit tout à l'heure, et vous le voyez sur la carte avec les frontières, compartimenté politiquement, fragmenté politiquement, par son histoire politique. Mon directeur de thèse, Alain Musset, disait que c'est une mosaïque de petits mondes, et effectivement, les pays que d'ici on pourrait voir comme à peu près identiques se distinguent bien les uns des autres, ont des histoires qui sont à la fois communes, mais différentes aussi dans la partie contemporaine. Et donc, un espace politique qui est très intéressant avec ces 10 frontières. Alors, l'Amérique centrale est devenue indépendante en 1821, au moment des indépendances de l'Amérique latine par rapport à la couronne espagnole, et a vécu une petite période de tentative d'union jusqu'en 1838, où les États centra-américains, qui étaient des anciennes provinces de la capitainerie du Guatemala, ont essayé de construire une fédération comme Bolivar a essayé ailleurs en Amérique du Sud de le faire, essayer de se réunir, donc de cohabiter ensemble. Et cette fédération, elle a tenu une quinzaine d'années seulement et elle s'est désagrégée sous l'effet des luttes intestines entre provinces. D'où l'émiettement actuel donc, de ce petit espace. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les frontières de l'Amérique centrale, mais non pas dans une approche institutionnelle en regardant uniquement les accords que les États pourraient faire sur leurs frontières, mais d'aller regarder une approche par le bas, c'est-à-dire quelles sont les initiatives aussi qui remontent de la part des populations frontalières. Donc c'est une approche qui est plus influencée par les border studies et qui n'est pas du tout donc statocentrée, hein, pour sortir de cette approche institutionnelle. Alors, l'affiche que vous avez ici en haut, c'est la photographie d'une affiche que j'ai prise il y a 2 ou 3 ans du côté nicaraguayen du Rio San Juan. Donc, c'est un fleuve qui fait frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica et qui est très disputé. Donc, c'est une affiche qui incite, vous le voyez, Rio San Juan, venez le connaître, il est à nous, es nuestro, il est à nous. Donc, une affiche qui incite les touristes nationaux nicaraguayens à venir visiter donc, la région du fleuve, et le fleuve en réaffirmant fortement l'appartenance nicaraguayenne. Ce fleuve, il a la particularité d'appartenir au Nicaragua, c'est-à-dire que la frontière ne se fait pas sur le Talweg au milieu du fleuve comme souvent, mais la frontière est sur la rive costaricienne, donc il appartient entièrement au Nicaragua. Donc c'est une revendication qui est forte, qui est établie depuis le milieu du XIXe siècle. Ce n'est pas une frontière récente, hein, mais c'est symptomatique de la manière dont les frontières en Amérique centrale ont été sacralisées
ont été comme des icônes de la souveraineté et des facteurs de concrétion des identités nationales dans des États-nations qui étaient petits, qui étaient en train de se construire et qui avaient sans doute besoin de ça pour ressouder l'union nationale face à leurs voisins et s'en différencier. Donc, le fait que les frontières aient été sacralisées sur le plan politique et objet de conflit, ça a eu un impact sur le développement des régions frontalières. Et en parallèle, donc, les régions frontalières centra-américaines, comme beaucoup de régions frontalières dans le monde, sont des frontières avec un retard de développement important par rapport au centre économique du pays, des régions assez rurales. Vous voyez ici une carte que j'avais réalisée pour ma thèse, une carte du Costa Rica montrant le retard de développement dans les cantons costariciens en 2000, où l'on voit bien en violet se distinguer les cantons frontaliers, donc avec les plus gros retards de développement, et où on voit bien, à l'échelle du pays, se développer une logique centre-périphérie. Développement. Et puis une autre photo que j'ai prise ce coup-ci de l'autre côté de la frontière du Rio San Juan, côté costaricien, pendant le même travail de terrain, avec une affiche qui annonçait que la frontière avait besoin de routes. Et vous voyez aussi là le manque d'infrastructures des régions frontalières. Donc des régions en retard et qui ont besoin de davantage d'équipements, d'infrastructures, etc. et qui se sentent souvent abandonnées de la part des gouvernements nationaux. Donc ce sont des frontières qui sont, dans un certain nombre de cas, relativement bien délimitées, ou disons démarquées sur le terrain. Vous avez ici une lagune qui fait frontière entre le Mexique et le Guatemala, où la commission mixte de limite a pris soin, même au milieu de la lagune, qui pourtant n'est pas très grande, de mettre des bouées pour qu'on sache bien quelle est la partie de la lagune qui appartient au Guatemala, quelle est la partie de la lagune qui appartient au Mexique. Donc, une frontière très bien démarquée. Vous voyez des bornes frontalières qui continuent ensuite la trajectoire et la végétation qui a été coupée d'ailleurs quand on monte sur la colline pour que les bornes soient bien visibles. Mais aussi des frontières qui sont quand même relativement poreuses parce que les États centra-américains n'ont pas les moyens de les surveiller et que les circulations familiales, les échanges de marchandises, etc., illégaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contrebande fourmi souvent, ou pour les achats même de la famille, se font avec beaucoup de facilité. Et vous avez ici un pont entre le Costa Rica et le Panama, où là c'est un pont qui est un poste frontière légal, donc qui est contrôlé, mais où les gens passent avec beaucoup d'aisance. Et puis c'est parfois des frontières vraiment très poreuses et où on a du mal à trouver les bornes frontalières, on a du mal à connaître la démarcation de la frontière. Alors ici, j'ai mis la photo d'un juge que j'avais photographié quand j'avais pu l'accompagner lors d'une mission de reconnaissance à la frontière. Donc c'est un juge nicaraguayen qui, il y a quelques années, avait été chargé, dans le cadre d'un litige de propriété, d'aller chercher une ou deux bornes sur la frontière parce qu'il y avait deux propriétaires agriculteurs qui étaient en litige sur leur champ de bananiers ou de maïs. Et donc, on était chargé d'aller trouver les bornes, de localiser les bornes. Alors, on est parti sans carte. Donc, sans carte, on est parti avec les chevaux, 2 gardes du corps armés, le juge aussi était armé, et on est allé à moitié à pied, à moitié avec des chevaux qu'on a récupérés après, pour chercher les 2 bornes entre, vous voyez, la forêt et les champs de bananiers et de maïs. Autant vous dire que, bien sûr, on n'a jamais trouvé aucune borne et qu'on est reparti au bout de la journée, bredouille, sans avoir rien trouvé. Donc, il y a parfois un peu de flou dans ces frontières aussi. Et vous voyez ici la deuxième photographie que j'ai prise à la frontière du Costa Rica et du Panama, où vous voyez la petite borne frontière qui se trouve encastrée dans le ciment des pavés, du plancher de la devanture d'un petit magasin. Donc le magasin, il se trouve sur la frontière et parfois même on a des bornes dans les magasins ou dans des habitations qui sont à moitié cachées, dont personne finalement ne se préoccupe. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la porosité de ces frontières. Alors,
à partir des années 1990, en Amérique centrale, il y a eu un processus de réactivation d'une intégration régionale, d'un marché commun centra-américain. Je dis réactivation parce qu'il y avait déjà eu des premiers pas franchis dans les années 60, mais qui, sous le coup des différentes guerres civiles au Nicaragua avec les sandinistes, au Salvador, au Guatemala, avait finalement déraillé. Et donc, dans le cadre du marché commun que vous voyez en jaune, et puis de l'ensemble du SICA, qui est le système d'intégration centra-américain, c'est un petit peu le volet politique du marché commun, donc avec des pointillés. Dans ce cadre-là, à partir du début des années 1990, on a eu un essai de réactivation du dialogue, de la pacification régionale. Oscar Arias, le président costaricien, à l'époque, avait obtenu le prix Nobel de la paix pour avoir œuvré dans le sens justement d'un dialogue régional entre les pays centra-américains. Et donc, dans ce contexte-là, les velléités de coopération transfrontalière que vous voyez ici sur la carte à travers 15 projets qui avaient été identifiés en 1995 ont été soutenus par les instances suprarégionales comme un outil d'intégration et pour essayer aussi, vous avez le texte en espagnol, pour essayer de combattre la situation marginale dans laquelle se trouvaient ces frontières qui avaient souvent joué le rôle qui avaient souvent été des théâtres de combat. On peut penser aux frontières nicaraguayennes avec les contrastes, par exemple, qui utilisaient la frontière hondurienne pour mener un certain nombre d'actions ou dans une moindre mesure la frontière costaricienne. Donc une incitation à la coopération transfrontalière et aujourd'hui un état des coopérations transfrontalières qui est quand même très divers sur les frontières centra-américaines, donc tout n'a pas fonctionné et ça dépend beaucoup des relations au final que les différents États entretiennent entre eux. Alors j'ai repris un schéma qui a été fait par Tito Carlos Machado, un Brésilien, sur une catégorisation des frontières en fonction du type d'intégration dont elles font l'objet. Donc, en vertical, l'intégration fonctionnelle, c'est-à-dire l'intégration pratique, les échanges de marchandises, les circulations humaines, la vraie, entre guillemets, intégration quotidienne des populations. Et puis, l'intégration formelle, selon l'axe horizontal, qui est la coopération institutionnelle avec des accords binationaux de coopération transfrontalière, donc encadrés par l'État et différents ministères. Et Machado faisait une catégorisation en 4 types de frontières. Les frontières distantes, en A, celles qui finalement ne connaissent aucun type d'intégration, qui sont très inertes, peu de relations. Les frontières capricantes, qui sont des frontières bouillonnantes d'intégration quotidienne. Et puis les frontières protocolaires, c'est le D, frontières protocolaires, donc frontières d'intégration officielle de la part des États, sans forcément qu'il y ait beaucoup de relations après sur la frontière même, et les frontières vibrantes, qui seraient le type de frontière où on a les deux. Donc, j'ai essayé de replacer les différentes frontières centra-américaines, et vous voyez que finalement, on en trouve dans chacune des 4 catégories, donc pour vous dire que la situation est très diverse. On a des frontières distantes comme celle du Guatemala et du Belize, où il ne se passe rien. Le Guatemala continue à revendiquer la moitié du territoire du Belize, donc ce n'est pas un très bon contexte de coopération. Il y a des frontières protocolaires avec des accords institutionnels anciens, comme le Costa Rica et le Panama, par exemple. Des frontières plutôt bouillonnantes, où il n'y a pas d'intégration officielle, mais où ça bouge beaucoup autour de la frontière, il y a beaucoup de circulation des populations. Ce sont les frontières, par exemple, du Nicaragua, ou la frontière du Salvador et du Honduras. Et puis une frontière qu'on pourrait qualifier ici de vibrante, c'est-à-dire où on trouve les deux, qui est la frontière, la triple frontière, appelée le trifinio, entre Guatemala, Honduras et Salvador. Voilà, où on a un certain nombre d'initiatives qui sont importantes et une coopération qui s'est affermie avec les années. Alors, je voulais vous montrer un petit peu le type d'outils de recherche dont on peut se servir dans le cadre des analyses
d'acteurs et de coopération. On a mené un programme de coopération avec une équipe mexicaine et avec des centres américains aussi, de 2013 à 2015, qu'on a appelé le programme BATRAM. Donc c'est un PIX, Programme international de coopération scientifique. Donc BATRAM qui veut dire bassin transfrontalier en Mésoamérique. On avait choisi 7 bassins transfrontaliers, donc des bassins hydrographiques où il y a une rivière, un fleuve qui fait frontière, qui traverse la frontière, et donc on a des bassins hydrographiques qui se retrouvent partagés entre 2 États, et la gestion de l'eau et d'autres éléments du bassin pose problème. Donc, il y a des initiatives de gestion qui sont souvent intéressantes. On s'était intéressé à ce qui pouvait créer des initiatives de gestion commune, de gouvernance commune, ou au contraire freiner celle-ci avec un certain nombre de conflits. Alors ici, vous avez le sociogramme qu'on a produit, c'est-à-dire des relations d'acteurs qu'on a produit à partir des entretiens qu'on a réalisés avec les acteurs de la zone, donc des entretiens qu'on est allé faire avec des questions précises qu'ensuite Lala Razafi-Maïfa, la statisticienne de notre laboratoire, rentre dans les logiciels et peut faire apparaître comme ça sous forme de sociogramme. Donc chaque cercle représente un acteur, une association, un ministère, une municipalité, donc des acteurs institutionnels qu'on a interviewés, et les arcs qui les relient. Vous voyez qu'ils sont orientés, on a des flèches orientées, représentent ici, on peut en avoir plusieurs, mais dans le cas présent, les relations de confiance entre les acteurs. Donc un acteur faisant confiance en tel autre. Et la grosseur des acteurs est proportionnelle au nombre de fois que l'acteur a été cité comme étant en confiance avec les autres. Alors ce qui est intéressant sur ce diagramme-là, c'est que les acteurs costariciens sont en bleu foncé et les acteurs nicaraguayens en bleu ciel, et qu'on voit qu'il n'y a aucune relation actuellement, aucune relation de quelque nature que ce soit entre les costariciens et les nicaraguayens, même à l'échelle de la frontière, c'est-à-dire même auprès des acteurs locaux ou régionaux. Donc le conflit actuellement que sont en train d'entretenir les 2 pays depuis un certain nombre d'années impacte toute la relation autour de la frontière. Pour vous en dire un mot, le Nicaragua et le Costa Rica ont déposé depuis 2005 3 requêtes devant la Cour internationale de La Haye concernant la frontière du fleuve San Juan, justement, pour différentes demandes concernant un dragage que le Nicaragua a fait sans le consentement du Costa Rica, la construction d'une route du côté du Costa Rica qui longe le fleuve, voilà, sur lequel s'est plaint le Nicaragua, etc. Donc 3 requêtes, donc un processus de conflit qui est important, et une dernière qui s'est faite en 2014, une 4e, concernant la délimitation de la frontière maritime. Vous voyez, on y revient là. Et notamment, il y a un Français, Éric Buache, un océanographe de la Sorbonne, qui fait partie des 2 experts qui ont été nommés pour assister la Cour de La Haye, donc par rapport à cette requête. Donc là, on a une frontière sur laquelle ça ne fonctionne pas du tout, même au niveau local. Par contre, quand on regarde la frontière Costa Rica-Panama, que j'ai citée tout à l'heure comme une frontière institutionnelle, on a des choses qui se font pour essayer d'être un petit peu concrète. Par exemple, sur cette frontière, depuis 1979, les 2 États ont créé un parc international. Donc, ils ont jointé 2 parcs nationaux qui existaient. Ils ont fait un parc binational qui s'appelle la Amistad, l'amitié, donc avec un nom bien sûr choisi. Et ce parc, vous le voyez ici en hachure, en hachuré. Et vous voyez un tracé noir qui est un petit peu plus appuyé autour, qui correspond au tracé de la réserve internationale de la biosphère, qui a été accepté aussi. Donc ça fait partie des quelques parcs internationaux qu'il y a dans le monde. Dans toute l'Amérique latine, il n'y en a que 2. Donc c'est une initiative qui est intéressante pour essayer de gérer un espace naturel en commun. Souvent aussi, c'est un secteur de coopération transfrontalière parce qu'on se dit que c'est assez facile dans le domaine environnemental de trouver du consensus et de travailler ensemble, de dépasser des différents politiques.
Voilà, et que l'antériorité d'une nature commune peut effacer la construction politique. Bon, l'analyse montre que ce n'est pas forcément le cas. Et moi, j'avais étudié, je m'étais penchée sur la gestion justement de ce parc. Quand on essaie de faire un schéma avec comment s'organise la gestion du parc international, d'un côté le Costa Rica, vous voyez à gauche, de l'autre à droite le Panama, on voit que dès l'élaboration des premiers diagnostics en 1982 et de même quand il y a eu le suivant en 2004, les diagnostics se sont réalisés chaque fois de manière séparée. Il y a eu 2 diagnostics rédigés de chaque côté sans qu'il y ait aucune interaction entre les équipes qui ont fait le diagnostic, aucun travail de mise en commun finalement. Au niveau de la gestion, depuis 1988 fonctionne une commission binationale de gestion du PILA, donc du parc international La Amistad, qui se réunit finalement assez peu. Et quand on regarde la gestion concrète au quotidien du parc, on a un périmètre costaricien qui est géré par le SINAC, qui est l'organisme de gestion des aires naturelles au sein du MINAE, au sein du ministère de l'Environnement, et de l'autre côté, un périmètre panaméen qui est géré par le SINAP, qui est son homologue, au sein de l'autorité nationale des ambientes et donc de l'environnement du Panama. Et chacun, ensuite, gère le parc de façon séparée, selon les 2 versants. J'ai parlé tout à l'heure du versant Caraïbe et du versant Pacifique qui étaient très différents. Donc chaque pays a 2 aires de conservation, la Amistad Caraïbe, la Amistad Pacifique, ce qui fait qu'au final, le parc binational, il est géré en 4 morceaux. C'est un puzzle de 4 morceaux. Donc voilà, c'est pas pour démonter ce qu'on peut faire en termes de coopération transfrontalière, mais juste pour dire que faire de la coopération transfrontalière, c'est difficile. C'est difficile de surmonter déjà les réticences des ministères de la chancellerie, souvent, parce qu'on touche à la souveraineté. C'est difficile de construire du commun parfois à travers les langues, même si en Amérique centrale, ce n'est pas le cas, puisque tout le monde parle espagnol. Donc on a un certain nombre de difficultés juridiques, légales, qui ne sont pas à négliger dans le cadre de ces processus. Ce que l'on observe aussi sur les frontières centra-américaines, c'est aujourd'hui un renouvellement des acteurs. C'est deux idées sur lesquelles je vais terminer. Renouvellement des acteurs. Vous avez ici des populations locales qui sont en train de faire un atelier binational pour essayer de mettre en commun les problématiques, en essayant de dire on a des problèmes communs de part et d'autre de la frontière, comment est-ce qu'on pourrait agir ensemble. Donc des acteurs locaux qui se saisissent un peu plus des problèmes, parce qu'en Amérique centrale, on a une société civile en émergence, et puis des acteurs aussi internationaux. Alors vous avez ici une photo d'un local de l'AECID, qui est l'Agence de coopération de développement espagnole, c'est l'équivalent de l'AFD en France, et un panneau de programme de construction frontalière, donc construction d'une route au sein d'un programme de développement des zones frontalières, avec les logos de l'Union européenne, qui a financé un gros programme, et de la BCIE, qui est la Banque centra-américaine d'intégration économique. Donc on a des agences bilatérales, des organismes internationaux aujourd'hui qui sont très présents dans le domaine de la coopération transfrontalière. C'est souvent eux qui apportent les financements, qui montent les projets et qui ensuite demandent de l'aide d'ONG locales pour gérer ensuite sur le terrain les projets. Donc c'est intéressant en termes de fonctionnement aujourd'hui de l'aide au développement, parce que ce qu'on voit sur les frontières, on peut le voir aussi ailleurs dans ces pays du Sud. Voilà, ça je voulais vous le montrer parce que c'est un cas qu'on a étudié. C'est le comité binational d'un bassin hydrographique entre Salvador et Honduras sur un fleuve qui s'appelle le Guascoran. Donc c'est une initiative qui est intéressante parce qu'il y a un comité qui s'est créé. Ce comité binational, il fonctionne. Il fonctionne grâce à la prise en main, l'activation d'une ONG hondurienne qui s'appelle VIDA. Et cette ONG hondurienne, elle a été financée un temps par un gros programme de l'Union européenne entre 2003 et 2009. Et ce programme étant terminé depuis 2009, depuis 2011, ils ont trouvé un nouveau financement, qui est un financement de l'UICN, qui est
l'Union internationale pour la conservation de la nature, gros organisme international environnemental, qui finance. Et quand on regarde les financements de l'UICN pour ce programme BRIDGE, qui finance 9 initiatives de coopération transfrontalière dans des bassins hydrographiques dans le monde, eh bien on se rend compte que l'argent vient de la coopération suisse pour le développement, qui a financé le programme, qui est en train de le financer. Donc, c'est pour montrer le lien qui se fait entre acteurs locaux et acteurs internationaux, au niveau notamment des financements et de l'élaboration donc des projets aujourd'hui. Puis ensuite, vous avez les autres acteurs qui apparaissent avec ce que l'on appelle les mancomunidades, c'est-à-dire les intercommunalités locales qui participent là au comité binational de bassin, aussi comme acteurs importants, et qui eux-mêmes sont financés par de l'argent qui vient de la coopération, notamment dans cette zone-là. Il y a beaucoup d'argent qui vient de l'ARICA, c'est l'agence de coopération japonaise. Donc on voit ce faisceau d'acteurs internationaux. Bon, là, je n'aurai pas le temps de montrer. C'était tous les sociogrammes, enfin, un certain nombre de sociogrammes que l'on a fait pour vous montrer les relations entre acteurs, comment on peut passer des entretiens à l'élaboration d'outils comme ça, d'analyse de réseau, d'analyse structurelle de réseau. Et puis, je finirai là-dessus, sur cet article qui était paru dans le Courrier international. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les secteurs de coopération qui auparavant concernaient l'éducation, permettre aux enfants de tel côté de la frontière d'aller suivre les cours dans telle école qui se trouve de l'autre côté mais qui est plus près de chez eux, ou de santé, accepter que les centres de soins d'un pays reçoivent des patients du pays à côté qui sont moins équipés en termes de santé, ou l'environnement, comme on l'a vu avec le parc de l'Amistad. Bien, ces thèmes-là, qui étaient les thèmes classiques de coopération, s'effacent un petit peu aujourd'hui devant les problématiques de trafic et de flux de personnes. Et l'Amérique centrale, c'est un exemple très illustratif sur le thème. Vous voyez ici dans cet article où l'on relate que le Salvador, le Guatemala et le Honduras donc, ont lancé une unité tripartite, une espèce de force trinationale pour surveiller donc, les frontières, qui se déploiera, on le dit, principalement aux frontières, pour surveiller les gangs qui se développent dans ces pays-là, les maras, les fameuses maras, et tous les flux donc illégaux. Donc on a une question qui se pose aujourd'hui, qui est celle de comment conjuguer encore à la fois le rapprochement que constitue un processus de coopération transfrontalière entre deux côtés de la frontière, deux populations, et puis le processus de fermeture de la frontière qui est aujourd'hui à l'origine de plusieurs projets de coopération en Amérique centrale. Donc on a un glissement des enjeux de coopération vers des enjeux qui sont davantage transnationaux que véritablement transfrontaliers. Et là-dedans, ce qu'on risque de perdre aussi, c'est le bénéfice finalement pour les populations frontalières qui devraient être les premières bénéficiaires de ces programmes de coopération. Le développement local transfrontalier, il apparaît un petit peu oublié dans ces nouveaux enjeux de retenir donc les flux illégaux. On le sait, l'Amérique centrale est un couloir de remontée des drogues et un couloir de circulation de migrants vers le Mexique et les États-Unis. Et aujourd'hui, l'attention se focalise surtout là-dessus en matière de coopération. Voilà. Je vous remercie, je terminerai là, juste là-dessus. C'était une manifestation de migrants à Genève contre le racisme anti-frontalier, des travailleurs frontaliers. Voilà. Mais merci, je reste à votre disposition pour vos commentaires ou vos éventuelles questions. Bien, merci Lucille de nous avoir fait voyager. Déjà, c'est toujours agréable d'entendre à travers des contrées différentes ce qui se passe sur ces questions de frontières dans des espaces que l'on ne maîtrise pas ou que l'on connaît beaucoup moins. Merci aussi de la clarté de ton exposé. On est sur quelque chose qui est complètement... qui apporte une expertise et une connaissance sur cette question des frontières et
son illustration est tout à fait emblématique de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité la plus récente. Et en même temps, en tant que chercheur, je me suis aussi posé des questions qui viennent en extension de ce que tu as proposé. Et une première question qui me taraude depuis très longtemps, en fait, j'arrivais pas à l'exprimer à travers cette question de la frontière, et tu m'as donné la clé de lecture un petit peu ce soir, c'est la question des frontières disparues, en fait, qui ne seraient pas forcément oubliées par les sociétés locales. Est-ce que tu as en exemple des cas précis ou une littérature qui existerait sur ces frontières qui seraient disparues, mais qui ne seraient pas forcément oubliées et qui constitueraient aujourd'hui, dans les relations interculturelles, d'interconnaissance, une réalité de fonctionnement de territoire, donc des frontières qui continueraient à être pratiquées par des individus sans forcément être positionnés dans des États comme étant réels. Bon, Si, ça marche, oui. Merci pour cette question. On pense tout de suite à l'ancienne frontière interallemande et au phénomène d'hystérésis finalement qui se produit autour de cette frontière et qui fait que cette frontière, tout en étant disparue, reste présente à la fois dans les mentalités, mais aussi reste présente dans des indicateurs de développement, des indicateurs de chômage, etc., que l'on voit de part et d'autre, finalement, de cette frontière qu'on ne peut plus tracer, mais qui apparaît sur les cartes, parce qu'on voit nettement deux sous-ensembles qui, de part et d'autre. Et puis je pense aussi à un travail de doctorat de Frédéric Durand, qui a travaillé sur la Haute-Silésie, qui a travaillé donc sur une région frontalière du sud de la Pologne, une ancienne région industrielle, où il a travaillé sur l'interconnexion des réseaux à l'heure actuelle, sur une région qui a été partagée entre l'Empire prussien, l'Empire russe et l'Empire autrichien, qui se trouvait à la frontière de ces trois empires, et où les réseaux de transport, notamment ferroviaires, ont connu des développements très différents, avec, comme je le disais pour la France et l'Espagne, des écartements de rails différents aussi, et où aujourd'hui, toute la problématique d'aménagement de cette région, c'est de dépasser ces anciennes frontières d'empire qui se matérialisent encore aujourd'hui dans les réseaux de transport et d'interconnecter les choses. Et donc il y a eu la création notamment avec l'aide de l'Union européenne, je crois, d'une grande plateforme de transport, voilà, pour interconnecter ces réseaux. C'est le cas des exemples de frontières comme ça. Très bien, aussi. merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques venant de la salle ? Bonsoir, il y a une frontière qui existe depuis 2000 ans, qui existe toujours dans les têtes, mais qui va malheureusement peut-être redevenir une frontière avec des douaniers, etc., entre l'Angleterre et l'Écosse. Oui, alors je ne suis pas une spécialiste des frontières européennes et de ces questions-là. On est dans des processus qui sont typiques des régions frontalières, des régions périphériques, où l'on a souvent des caractéristiques communes qui sont des identités régionales fortes, des revendications politiques portées qui sont souvent fortes aussi. Donc voilà, on est dans un cas typique de région périphérique qui, je pense aussi, se sent comme, ou s'est senti comme beaucoup de régions frontalières, je le disais pour l'Amérique centrale, abandonnées des gouvernements centraux, et donc qui développent une position de séparatisme, parfois, enfin allant jusqu'au séparatisme, pour se mettre à part et finalement faire leur propre gouvernement. Mais voilà. Bonsoir, j'ai pas mal de questions, enfin une qui me vient à l'esprit, je n'ai pas la réponse, c'est une question que je me pose sur les frontières de la France. Est-ce que quelque part, sur les frontières maritimes, terrestres, quelque part, il y a une contestation qui existe ou elles sont
à l'heure actuelle, pas du tout contesté sur un seul kilomètre. C'est une question intéressante. Il y a une contestation sur le Mont Blanc, oui, puisque les Français font passer la frontière, je crois, englobent le Mont Blanc dans le territoire français, et les Italiens maintiennent que la frontière passe exactement sur le sommet. Alors, je ne connais pas exactement la dispute exacte, mais je sais que ça fait partie d'un des différends que la France entretient avec l'Italie. Et il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques années qui s'appelle Le Mont Blanc et autres bizarreries géographiques. Je crois que c'est le titre. Et c'est un ouvrage qui recense un certain nombre de particularités géographiques des frontières, des enclaves, voilà. Et ça apparaît dans cet ouvrage de manière plus précise. Donc il y a le Mont Blanc avec l'Italie. Ensuite, pardon ? Alors, avec l'Espagne, il y a un certain nombre... La frontière est compliquée avec l'Espagne, parce qu'on a un certain nombre d'enclaves, comme Livia, l'enclave espagnole en France, qui sont des héritages. La petite île sur la Bidassoa, qui a un statut binational. On a le Pays Quint aussi, côté espagnol, qui a encore aujourd'hui, qui concerne très peu de familles, mais qui a un fonctionnement très bizarre. C'est-à-dire que c'est la poste française qui amène le courrier, il y a un certain nombre d'équipements en français, mais c'est la Guardia Civile espagnole qui fait régner la sécurité. Il y a un partage comme ça des fonctions. Donc ça, c'est très particulier aussi. Et puis, sur les frontières maritimes, des contestations, je ne sais pas exactement. Par contre, la France est en train de revendiquer une extension de ces zones économiques exclusives. Donc, la zone économique exclusive, normalement, va jusqu'aux 200 000 nautiques. Et la France, comme un certain nombre d'autres pays, a profité d'une possibilité offerte par le droit de la mer d'étendre les frontières jusqu'à, on appelle ça l'extension du plateau continental, jusqu'à 350 000. Alors, ce n'est pas tellement conflictuel parce qu'il peut y avoir des conflits en amont, mais pour déposer les demandes devant un organisme qui s'appelle la Commission des limites du plateau continental, donc qui est un organisme de l'ONU. Pour déposer les demandes, il faut que les dossiers soient concordants, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit, sinon ils ne veulent pas examiner les dossiers. Donc voilà, il faut se mettre d'accord avant. C'est ce qui se passe pour le cas de l'Arctique, par exemple, où il faut que les États se mettent d'accord avant d'étendre leurs prétentions. Voilà. Et aller planter un drapeau en titane sous la mer comme les Russes, ça ne sert strictement à rien. C'est de la manifestation politique. Mais voilà. Pour reprendre les frontières maritimes, il me semble qu'il y a 15 ou 20 ans, il y a eu quand même la guerre des pêcheurs français et espagnols, parce que chacun disant « mais si je prends mes 1000, je tombe jusque-là », et les Français disant la même chose dans le golfe de Gascogne. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a eu le problème dans le golfe de Gascogne, et ça me fait penser qu'il n'y a pas très longtemps non plus, la frontière maritime entre la France et l'Italie a été redéfinie, et ça a créé aussi des tensions au niveau de la pêche. Donc il y a beaucoup de... Les frontières maritimes sont aujourd'hui des sujets de tension, comme je le disais, parce qu'elles sont relativement récentes. Leur délimitation est récente, donc c'est des processus qui sont encore en cours, alors que les frontières terrestres ont souvent été fixées, délimitées depuis longtemps. Et puis, on a un certain nombre de ressources qui, dans les eaux territoriales et sur les plateaux continentaux, attisent les convoitises des États. Et donc, au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles réserves d'hydrocarbures ou des eaux poissonneuses, on a un certain nombre de tensions, comme en mer de Chine ou en mer de Caraïbes, ou aussi une zone qui devient une zone assez forte de tension, c'est le golfe de Guinée aussi, en Afrique. Non, oui, c'est vrai, vous faites bien de rappeler la frontière France-Espagne. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Et il y a quelques mois, oui, peut-être
il y a eu un différend concernant la France et l'île Maurice. Il y a un petit caillou au large de la Réunion, et donc qui étend les eaux territoriales françaises au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et vous êtes sans doute au courant de cette histoire-là. C'est passé à la Chambre des députés en France, il n'y a pas longtemps, il y a un peu avant les fêtes peut-être. Et les députés ont refusé qu'il y ait un espèce de traité avec la Réunion pour négocier, etc. Vous êtes sans doute au courant, non ? Non, c'était quelque chose que vous voyez qui m'était passé inaperçu. C'est récent, hein, mais je regarderai. C'est passé, voilà. Ouais. En écoutant votre exposé, je me suis demandé, vous avez dit que c'était surprenant que les recherches sur les frontières soient récentes, mais les frontières, c'est vieux. C'est-à-dire, il me semble, je ne suis pas un grand spécialiste d'histoire, mais il me semble que les États anciens ne marchaient pas forcément avec des frontières. Il n'y a que dans Astérix qu'il y a une frontière avec un douanier, quoi. L'Empire romain, c'était jusqu'où ils pensaient pouvoir envoyer ses armées ou pas, mais il n'y avait pas de limite physique. Ils ont fait le mur d'Adrien, il y avait 3 murs, je crois, hein. Un au nord du Danube, un en Écosse, et le 3e, je ne sais plus trop où. Mais voilà, les frontières modernes, ça date de quand ? J'évoquais à un moment de l'exposé le processus de linéarisation des frontières, c'est-à-dire petit à petit de détermination de frontières qui soient des limites linéaires, au moins sur le papier, parce qu'on parle souvent de l'illusion cartographique de la linéarité, qui n'apparaît que sur les cartes. Quand on arrive sur le terrain, on n'est pas du tout devant une frontière linéaire, on est devant une frontière lacunaire et qui est au mieux délimitée par des bornes, quand ce n'est pas par un mur. Donc ce processus de linéarisation, il apparaît différemment selon les pays, mais pour la France et les États européens, c'est à l'époque moderne, petit à petit, autour du XVIIIe siècle. Par exemple, Daniel Norman, dans son ouvrage Frontières de France, étudie très bien ce processus progressif de linéarisation, donc, et le date à peu près du XVIIIe siècle. Le repère aussi en France étant la Révolution française qui a vraiment établi de manière très nette la correspondance entre un État et un territoire, donc au sein d'un État-nation, donc qui a parfait le dispositif. Quand on regarde les traités entre la France et ses voisins, les différents duchés, comtés, etc., que Daniel Norman étudie dans son ouvrage, on se rend compte, par exemple, par rapport à la frontière espagnole, que dans le traité des Pyrénées de 1659, il n'est à aucun moment fait référence à la frontière, par exemple. On fait référence à la prise du Roussillon, on dit, voilà, la prise du Roussillon est établie, etc. Mais on fait référence à une province, à un territoire. Il n'y a rien dans le traité qui délimite la frontière et qui dit dorénavant, la frontière entre la France et l'Espagne se situera à tel endroit. Donc voilà, linéarisation, c'est autour du XVIIIe siècle. Donc c'est vrai que c'est récent, mais c'est quand même un peu plus ancien que les recherches. Et c'est vrai qu'il y a eu, c'est pas moi, mais beaucoup d'auteurs qui le font remarquer, que la recherche française a été assez frileuse sur ce thème de la géographie politique, même d'une manière générale, et que les géographes s'intéressaient aux aspects davantage sociaux, économiques des différentes régions, et très peu aux relations de pouvoir et de l'État au territoire. Alors non, même avant. Ça, c'est un concept qui a été complètement battu en brèche ensuite, et d'ailleurs, Jacques Ancel, dont j'ai cité l'ouvrage en 1938, a été un des premiers vraiment à écrire noir sur blanc que voilà, ce concept de frontière naturelle n'avait pas lieu d'être, que c'était des arguments pseudo-scientifiques pour essayer d'étayer des revendications. C'est un concept, les frontières naturelles, qui s'est pas mal développé en France entre le XVIIIe et le XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, pour revendiquer justement certains espaces, comme par exemple la frontière du Rhin, qui peut apparaître comme frontière naturelle. Et puis voilà, là Jacques Ancel, dans son ouvrage de 1938, battait complètement en brèche ça, et disait bien que les frontières sont des isobars politiques, donc elles naissent d'un rapport de force à un moment donné, qu'elles sont la résultante de ce rapport de force.
C'était juste peut-être pour rebondir sur la question de l'empire. Il me semble que l'une des caractéristiques des empires, c'est qu'ils n'ont pas de frontières définitives. Ça va, ça vient. D'où toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, par exemple, avec la Russie. Comment va-t-elle pouvoir refaire des frontières qu'elle a perdues en tant que URSS empire? On a la même situation avec la Chine, sauf qu'avec la Chine, il y a peut-être des éléments qui ont tracé une frontière et qu'on croit une frontière mouvante qui enferme un pays. On a un autre exemple, le territoire, c'est une production socio-historique et au territoire correspondent des frontières. Exemple, les frontières françaises, il n'y a pas bien longtemps, ne s'arrêtaient pas en Méditerranée, englobaient les 3 départements d'Algérie, et que à la suite d'une transformation historique, la France est redevenue la France métropolitaine. On a un exemple également sur l'Afrique. Les frontières de l'Afrique ont été dessinées à un moment T, on devrait peut-être dire à un moment D, c'est-à-dire au moment de la décolonisation, et qu'elles ont été figées. Alors, j'aurais voulu justement, et c'est ma question, j'aurais voulu que vous nous parliez de ce livre de Fouché, justement, qui met fin à ce mystère des frontières intangibles héritées de la colonisation, qui avait été décidée par l'Organisation de l'Unité africaine dès les indépendances. Ce que vous dites est très intéressant par rapport à... nous fait revenir à l'étymologie du mot frontière, notamment par rapport à la question de la conception de la frontière dans les empires. Et souvent, on souligne la différence, par exemple, d'étymologie entre le terme frontière en français et le terme Grenz en allemand, qui n'a pas le même fond, la même connotation. Le terme allemand dessinant davantage un horizon à atteindre, donc une frontière qui peut être mobile, mouvante et suivre la respiration effectivement d'un empire et d'un État, alors que la frontière française, le terme frontière donc militaire, est une frontière de défense, c'est l'espace sur lequel on ne laisse pas passer les ennemis et qu'il faut défendre de l'intérieur, c'est une vision de l'intérieur. Donc ça c'est très intéressant. Par rapport aux frontières africaines, Michel Fouché et d'autres auteurs essaient de voir ce qui s'est passé sur ces frontières depuis la décolonisation, justement, et de voir comment des frontières qui ont été tracées de manière totalement halogène depuis l'Europe, et souvent on le voit d'ailleurs dans leur tracé au cordeau, ont été finalement appropriées par les populations. Alors une appropriation qui c'est pas fait sans doute de gaieté de cœur, mais qui a été preuve d'un pragmatisme de la part des États nouvellement indépendants et qui correspond à un principe de droit romain qui a été de droit privé, qui a été repris par le droit international, d'abord par les États latino-américains quant à l'indépendance de la couronne espagnole et ensuite en Afrique, qui est l'outil possidetis, qui dit ce que vous possédez, vous continuez à le posséder. Donc c'est l'idée que on garde les frontières héritées, les frontières coloniales, pour ne pas avoir à redistribuer toutes les cartes et ouvrir à des conflits sans fin. Alors ça n'a pas évité les conflits, notamment en Amérique latine, mais en tout cas ça en a apaisé sans doute quelques-uns. Donc Michel Fouché et d'autres essaient de regarder comment ces frontières africaines aujourd'hui finalement ne sont pas remises en cause par les États, et sont des frontières sur lesquelles on circule, et il étudie notamment toute la circulation de marchandises illégales, tous les trafics, toutes les contrebandes qui font vivre les frontières, qui remettent en cause parfois aussi, en tout cas c'est la vision qu'en ont les États, l'autorité de l'État et de son contrôle sur certaines régions frontalières. Mais voilà, c'est ce processus d'appropriation historique des frontières qu'il essaie de montrer.